Alors, il y a plusieurs étapes qui ont conduit Albert Einstein à publier sa théorie de la relativité générale. Quelques articles sont sortis à la fin de l'année 1915, d'autres au début de l'année 1916. Et une première étape qui a été décisive, ça s'est passé au mois de mai 1907. À l'époque, Einstein est ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Et un après-midi, après le déjeuner, il rêvasse, il le raconte lui-même, hein. Et lors de cette rêverie semi-éveillée, il a, dit-il, l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors quelle est cette idée? Il le dit. J'ai compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Ça a provoqué en moi une très forte émotion, dit-il, qui m'a conduit, quelques années plus tard, à une nouvelle théorie de gravitation. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si vous tombez en chute libre, eh bien, évidemment, les choses qui tombent avec vous, par exemple votre parapluie, votre chapeau, tombent comme vous, puisque nous savons que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Donc, le poids, qui est la cause de votre chute, fait que pendant la chute, les objets qui tombent avec vous tombent comme vous, c'est-à-dire que par rapport à vous, ils ne tombent pas. Quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous vous semblent être en apesanteur. Et donc l'effet de votre poids, qui est la chute, semble annuler la cause de votre chute, qui est le poids. Et donc ce qu'il comprend, c'est que finalement une accélération, celle que provoque la chute, semble annuler sa cause, qui est la gravitation. Et ça l'amène à formuler tout de suite après ce qu'il appelle le principe d'équivalence entre la gravité et l'accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une capsule hermétique, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur, vous ne pouvez pas faire la différence selon qu'on met la capsule sur la Terre dans un champ de gravité, cette capsule étant immobile, donc elle est dans un champ de pesanteur. Vous pouvez lancer des balles et vous observez que leurs trajectoires sont celles qu'on observe habituellement, une trajectoire parabolique par exemple. Et puis si au contraire la capsule elle est dans le vide absolu, loin de toute masse, donc en dehors de tout champ de gravitation, mais accélérée par je ne sais quel titan qui tirerait sur la capsule pour lui donner une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Cette capsule accélérée, si vous êtes dedans, vous allez lancer des balles sur le sol et vous allez voir les mêmes lois physiques que celles qu'il y aurait si vous étiez sur Terre. Donc pour Einstein, les deux situations sont parfaitement équivalentes et la physique doit se faire l'écho de cette équivalence. Ça, c'est la première étape, 1907. Un peu plus tard, il obtient finalement un premier poste universitaire. C'est à Prague, où il va passer 16 mois à partir de 1909. Et là-bas, il se met à retravailler sur la gravitation. Et il a encore une idée incroyable. Toujours une histoire d'ascenseur, hein, avec Einstein, il y a beaucoup d'ascenseurs. Vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur qui est uniformément accéléré vers le haut. Donc il monte à une vitesse croissante. Il y a un trou dans la paroi par laquelle va passer un rayon lumineux qui a une trajectoire par rapport au sol qui est horizontale. Et donc le faisceau lumineux entre par le trou, traverse l'ascenseur, mais pendant que l'ascenseur est traversé par la lumière, il est monté, parce que l'ascenseur est accéléré. Donc le point d'impact de la lumière sur l'autre face de l'ascenseur, ça ne sera pas exactement en vis-à-vis du trou d'entrée, mais ça sera un peu plus bas. Et donc pour celui qui est dans l'ascenseur, tout se passe comme si la lumière avait été déviée par le fait qu'il y a accélération, qui semble assez naturel. Mais comme le principe d'équivalence dit que cette situation est la même que celle qu'aurait l'ascenseur s'il était immobile sur le sol dans un champ de gravité, Einstein dit, ce que je vois dans l'ascenseur accéléré, je dois le voir quand il est sur le sol dans un champ de gravitation. Donc, la gravitation doit courber la lumière. Et dès 1911, il publie un article dans lequel il montre que ce phénomène doit être observable lors d'une éclipse totale du Soleil. Et ça sera effectivement le cas en 1919, après la Première Guerre mondiale, quand une expédition conduite par un physicien anglais qui s'appelle Eddington va faire ces mesures lors d'une éclipse totale du Soleil et confirmer le calcul d'Einstein. Mais pour l'instant, vous voyez, on est dans des expériences de pensée très simples, il n'y a pas vraiment de calcul, en tout cas, ce n'est pas des calculs compliqués. Mais c'est à Prague qu'Einstein comprend qu'il ne pourra pas décrire la gravitation dans l'espace-temps de la relativité restreinte qu'il avait élaborée en 1905.
il comprend il va devoir faire appel à d'autres géométries. À cause de cette histoire de courbure de la lumière, il faut des géométries qui ne sont pas euclidiennes. Et il va donc démissionner de Prague, de l'université, pour retourner à Zurich, où l'attend son ami Marcel Grossmann, qui était son camarade lors des études au Polytechnicum de Zurich, qui est très fort en maths, qui connaît les géométries non euclidiennes. Et avec lui, ils vont élaborer ce qui s'appellera une esquisse de relativité générale. Donc ils vont écrire des équations. C'est pas les équations qui seront publiées en 1915, il y a des petites erreurs qui seront corrigées à la fin. Mais Einstein, à partir de ce moment-là, ça va durer plusieurs longs mois, va ardemment travailler avec l'aide de mathématiciens à une formulation théorique, abstraite, par des équations mathématiques, de cette nouvelle conception de la relativité. Et c'est ce formalisme qui sera publié en 1915. Il dit quoi? Il dit que la gravitation n'est pas une force, comme on l'apprend à l'école. C'est pas une force qui s'exerce dans l'espace pour des objets qui sont dotés d'une masse non nulle. La gravitation est simplement une déformation de l'espace-temps, de sorte que les objets massifs, en fait, sont libres. Ils ne subissent pas de force. Simplement, ils évoluent selon un mouvement inertiel, en ligne droite, puisque le mouvement inertiel, c'est la ligne droite, sauf que c'est pas vraiment une ligne droite, puisque précisément l'espace-temps est courbé. Et donc, ils suivent la courbure de l'espace-temps, ils suivent ce qu'on appelle des géodésiques, ce qui fait que l'interprétation de la gravitation est complètement bouleversée. Alors, ça peut sembler arbitraire, mais en réalité, en 1915, Einstein va appliquer sa théorie au calcul d'un problème qui, à l'époque, était un problème assez grave, qui était qu'on avait observé que la planète Mercure, qui est la plus proche du Soleil, évidemment, elle a une trajectoire elliptique, mais c'est une ellipse qui ne se referme pas sur elle-même à chaque révolution. Elle se décale d'un petit angle à chaque tour autour du Soleil. Et par rapport au calcul qu'on pouvait faire selon les lois de Newton, on observait un tout petit écart sur la position de ce qu'on appelle le périhélie, le point le plus proche de la trajectoire du Soleil. Le périhélie avançait de 43 secondes d'arc par siècle de plus que prévu par le calcul. 43 secondes d'arc, c'est un angle très faible, hein, c'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'1 mètre. Presque zéro. Et beaucoup de physiciens d'ailleurs disaient peut-être ça compte pas, peut-être qu'on peut oublier cette anomalie, elle n'est pas très grave. Et Einstein va calculer, alors que sa théorie n'a été testée nulle part, il va calculer, selon sa théorie, l'avance du période de Mercure, il va retrouver par le calcul 43 secondes d'arc par siècle, de plus que ce que prévoyaient les calculs de Newton. Donc là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire des sciences. On a une théorie qui est à peine ébauchée, assez bizarre, puisqu'elle s'écrit avec des mathématiques dont on n'a pas l'habitude, mais dès qu'elle est écrite, cette théorie, elle permet de résoudre un problème astronomique qui tracassait les physiciens depuis plusieurs décennies. Alors la théorie de la relativité restreinte qu'Einstein publie en juin 1905, c'est évidemment un préalable à la théorie de la relativité générale. D'ailleurs, un petit problème de vocabulaire qui tracasse souvent les étudiants. La théorie de la relativité restreinte s'est appelée ainsi après qu'on ait publié la théorie de la relativité générale. Elle était dite restreinte puisqu'il y en avait une autre qui était plus générale. Mais en fait, la théorie de la relativité dite restreinte, c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Elle est universelle et pas restreinte. Alors que la théorie de la relativité générale, c'est une théorie spécifique de la gravitation. C'est-à-dire c'est une théorie qui ne décrit que la gravitation et pas les autres forces fondamentales. Donc oui, on a affaire à des appellations là qui sont trompeuses et qu'on pourrait d'ailleurs modifier, même si c'est sans doute trop tard, puisque les choses se sont enquistées dans la culture de cette façon. Alors, la théorie de la relativité restreinte, Einstein l'a publiée alors qu'il est déjà ingénieur au bureau des brevets. Il examine les brevets que soumettent les ingénieurs qui veulent synchroniser les horloges à distance. On veut unifier l'heure en Allemagne, en Suisse, et les ingénieurs fourmillent d'idées pour le faire. Et en étudiant ces brevets, Einstein comprend qu'il y a une anomalie dans la façon d'interpréter l'électromagnétisme à l'époque. En fait, il y avait une contradiction dans la physique du XIXe siècle qu'on n'arrivait pas à comprendre. La physique du XIXe siècle, elle s'appuie sur deux socles théoriques différents. Il y a d'une part la mécanique, celle de Newton, qui a été reformalisée par Lagrange, Hamilton,
qui s'appuie sur trois principes, dont l'un est le principe de relativité, énoncé par Galilée. Que dit le principe de relativité? Que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Quand vous êtes dans le train à vitesse constante, en ligne droite, tout se passe dans le train comme ça se passe dans la salle d'attente de la gare. Donc le mouvement ne change rien aux lois physiques. Et si vous dites cela, cela implique que tous les référentiels galiléens sont équivalents. Il n'y a pas un référentiel dont vous puissiez dire qu'il est plus immobile que les autres, puis qu'il sera mobile par rapport à un autre qui a le même statut que lui. Autrement dit, ce que dit le principe de relativité, c'est qu'il n'existe pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile. Nous sommes dans le même référentiel. Je suis immobile par rapport à vous, mais je ne suis pas immobile dans l'absolu. Je suis immobile par rapport à vous parce que nous partageons le même mouvement. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Nous sommes dans le même référentiel, de sorte que nous sommes immobiles, mais c'est pas une immobilité absolue. Donc ce que dit la mécanique, c'est qu'il n'existe aucun référentiel dont on puisse dire qu'il est absolument immobile. Premier point. Deuxième point, l'autre théorie physique qui apparaît au XIXe siècle, c'est l'électromagnétisme, qui invite à considérer que la lumière est un mode de vibration qui se propage en faisant vibrer un certain milieu qu'on appelle l'éther luminifère. On avait pris l'analogue du son, le son se propage dans l'air, mais si vous faites le vide, le son ne se propage plus. Donc le son est un phénomène ondulatoire ou vibratoire qui a besoin d'un support pour se propager. Et les physiciens ont pensé la même chose de la lumière, c'est un phénomène ondulatoire, donc il y a un milieu qui vibre à son passage et qu'on appelle l'éther. Quelles sont les propriétés de l'éther? Est-ce qu'il est solide, élastique? Est-ce qu'il est massif? Est-ce qu'il a un poids, etc. On étudie tout cela et on arrive à la conclusion qu'en fait l'éther n'a qu'une seule propriété, c'est d'être absolument immobile. En contradiction avec ce qu'impliquait la mécanique, avec son principe de relativité. Et donc, beaucoup de physiciens à l'époque, Poincaré, Lorentz, essaient, évidemment, gardent l'éther, personne ne doute de l'existence de l'éther, et essaient de rendre les deux compatibles en insérant l'électromagnétisme dans la mécanique, en gardant l'éther, c'est assez confus. Et Einstein arrive et dit, mais l'éther nous pose des problèmes. Si on supprime l'éther, les problèmes qu'il pose vont disparaître. Et c'est ce qu'il fait dans l'article de juin, en tirant toutes les conséquences. Première conséquence, la lumière se propage dans le vide. Il n'y a plus besoin de support. Donc la lumière devient une entité physique à part entière, et non plus le mode de vibration d'une substance particulière qui était l'éther. Et puis le principe de relativité va être remanié en tenant compte du fait que, quelle que soit la vitesse qu'on a par rapport à elle, la lumière va par rapport à nous à la vitesse de la lumière. On ne peut pas être immobile par rapport à la lumière. Quelle que soit la vitesse de la source qui l'émet, quelle que soit la vitesse de celui qui mesure sa vitesse, eh bien, on trouvera toujours la même valeur. Et ça va amener Einstein à une nouvelle théorie de l'espace et du temps, qui va être formalisée grâce à l'introduction d'un nouveau concept qui est l'espace-temps, avec un tiret entre les deux, le tiret signifiant qu'il n'y a pas l'espace d'un côté, le temps de l'autre. Évidemment, dans un référentiel donné comme cette salle, on peut définir un temps, c'est ce que je mesure avec ma montre, un espace, c'est ce que je mesure avec une règle, donc la séparation est bien nette. Mais pour quelqu'un qui serait en déplacement par rapport à nous à une très grande vitesse, il y a une partie de ce que j'ai appelé l'espace qui deviendrait pour lui du temps, et une partie de ce que j'ai appelé du temps qui deviendrait de l'espace. Donc ce qui est mobile, c'est la séparation entre l'espace et le temps. Cette séparation n'est plus absolue, elle est relative au référentiel. Et c'est ça la relativité restreinte, qui est la théorie cadre de toutes les interactions. Les interactions nucléaires qui n'étaient pas connues à l'époque, les interactions électromagnétiques, et également l'interaction gravitationnelle par le biais de la relativité générale. Et donc c'est sur ce socle-là qu'Einstein va construire sa relativité générale et va comprendre que l'espace-temps doit être différent de ce qu'il était en relativité restreinte pour pouvoir y placer les effets de la gravitation. Moi je pense, et je suis pas le seul, je l'ai lu, c'est argumenté par des historiens, qu'en effet c'est son œuvre majeure.
Il l'a pas fait seul, il a été aidé par des mathématiciens, mais l'idée de base, ce principe d'équivalence que j'ai rappelé, c'est lui qui l'a eu. C'était pas une idée nécessaire. Alors que la théorie de la relativité restreinte, ou même la physique quantique, c'est des choses qui étaient quand même dans l'air du temps. Einstein a joué un rôle très important dans ces affaires. Mais on peut imaginer que si Einstein n'avait pas existé, la théorie de la relativité restreinte aurait fini par émerger parce que les équations étaient là, c'est leur interprétation qui manquait, et sans doute qu'elle serait advenue de toute façon. Alors que le problème que s'est posé Einstein à propos de la gravitation, eh c'est lui qui l'a posé, pas les autres. Et il y avait à l'époque aucune raison de changer la théorie de la gravitation, à part les raisons qu'Einstein s'est lui-même imposées par ses propres réflexions et parce qu'il était le père de la relativité restreinte. Il comprenait pas que dans la théorie de Newton, euh, la gravitation se propage à une vitesse infinie. On met deux masses, d'après Newton, aussitôt il y a une force qui les relie à une vitesse infinie, ce qui contredit les principes de la relativité restreinte. Et donc c'est Einstein qui a senti cette contradiction et qui a essayé de la corriger par un nouveau formalisme. Et Dirac et d'autres ont tous dit que sans lui, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait toujours pas la relativité générale. Ouais, si on fait le bilan un siècle après, on voit une chose étonnante, c'est que d'une part, la relativité générale n'a jamais été démentie par l'expérience. Elle est même la théorie qui permet de faire une cosmologie scientifique, puisque cette théorie permet de considérer l'univers physique comme un objet physique, à part entière et non plus une espèce d'enveloppe qui contiendrait les autres objets physiques. L'univers a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. L'univers est un objet, et on sait que cet objet a une histoire, il est en expansion, le Big Bang, etc. Mais la physique quantique, elle décrit les autres forces. Et ce qu'on a découvert, c'est que les principes mêmes de la physique quantique sont incompatibles avec ceux de la relativité générale. Et donc notre physique aujourd'hui est, comme la physique de la fin du XIXe siècle, dans un état schizophrène. Il y avait la mécanique et l'électromagnétisme qui reposaient sur des principes différents et même contradictoires. Et aujourd'hui, on a une physique à deux pieds. La physique quantique, grâce à laquelle on peut décrire l'électromagnétisme et les forces nucléaires, et puis la relativité générale qui ne décrit que la gravitation. Et ces théories s'opposent de multiples façons, notamment par le statut qu'elles donnent à l'espace-temps. L'espace-temps de la mécanique quantique, c'est un espace-temps qui est rigide, statique. C'est celui de la relativité restreinte, en fait. Alors que l'espace-temps de la relativité générale, il est souple, dynamique. Il est un objet physique à part entière, dont les propriétés, la métrique, la courbure, dépendent de ce qui se passe en son sein. Et donc, entre le contenant et le contenu, il y a une sorte d'adhérence qu'on ne peut pas défaire, alors qu'en physique quantique, il y a l'espace-temps qui est fixe, rigide, qui est une sorte de substance, dans laquelle viennent prendre place les phénomènes physiques. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui essaient de trouver un nouveau cadre permettant d'unifier ces deux socles théoriques différents, un peu comme Einstein, avec la relativité restreinte, avait unifié la mécanique et l'électromagnétisme.